moi, il m'a été demandé finalement de présenter deux problématiques, pas deux problématiques, mais deux nouveautés, deux développements en oncologie dont on parle beaucoup, qui sont les traitements de précision et l'immunothérapie. Pendant à peu près 30 ans, les chercheurs se sont finalement axés sur la cellule tumorale en la voyant comme quelque chose de relativement isolé. Et on a appris beaucoup, on a appris comment elle échappait aux mécanismes de mort, comment elle pouvait envahir des tissus, comment elle pouvait faire des métastases, mais on l'a vraiment considérée comme un individu tout seul. Les progrès conceptuels et biologiques qui se sont passés dans les 20 dernières années permettent aujourd'hui de finalement imaginer d'autres stratégies thérapeutiques que les classiques chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Et c'est ces deux grands développements que je vais essayer de vous présenter. Et il faut bien se rendre compte qu'ils sont basés sur une explosion des connaissances biologiques. Jusque dans les années 1990 à peu près, finalement, les traitements étaient un peu au hasard, si je puis me permettre de dire, un peu empiriques. Et à partir des années 2000, c'est vraiment les connaissances biologiques qui ont été le substrat des progrès thérapeutiques. Et une de ces avancées conceptuelles est de comprendre que la cellule tumorale n'est pas toute seule, elle est dans un micro-environnement. Et vous voyez ici un cancer du pancréas où les cellules tumorales sont ici, et tout ça, ce sont des cellules fibreuses, non tumorales. Et ici, un lymphome de Hodgkin, ça c'est plus classique, avec la cellule tumorale et les cellules immunitaires qui infiltrent. Et on voit bien par cette image qu'il y a des interactions. Si on prend l'exemple du Hodgkin, il y a d'innombrables interactions entre les cellules de l'environnement et la cellule tumorale, avec des signaux positifs, des signaux négatifs. Et c'est cette compréhension qui a finalement été, ce principe qui a été élucidé sur le plan biologique et de manière très schématique. Comment ça fonctionne? Dans cet environnement, il y a ce qu'on appelle des ligands, donc des facteurs de croissance ou des choses comme ça, qui vont interagir avec des récepteurs transmembranaires, ici la membrane de la cellule, les stimuler, et cette stimulation va induire des cascades d'informations qu'on appelle des voies de signalisation qui vont donner des informations au noyau, donc à la centrale nucléaire de la cellule. Et ça, c'est un principe de base. Alors ça paraît tout simple, mais il y a des cinquantaines de signaux de transduction, donc c'est des choses relativement compliquées. Et il faut se rendre compte qu'elles agissent tous, elles fonctionnent tous avec le même mécanisme, c'est-à-dire qu'il y a un passage de témoins qui sont des ions phosphates d'un acide aminé à l'autre, en général des tyrosines ou des sérines thréonines, sur des protéines. Donc, les approches thérapeutiques qui résultent de cette compréhension sont d'essayer d'attaquer la cellule tumorale à l'extérieur, et c'est principalement le développement des anticorps qui est utilisé pour ça, ou attaquer la cellule dans ses voies de signalisation, c'est-à-dire le passage de l'information de la membrane au noyau, avec on le verra tout à l'heure, des inhibiteurs de tyrosine kinase, c'est-à-dire des molécules qui agissent tous de la même manière en empêchant les ions phosphates de passer d'une protéine à l'autre. On va commencer par les anticorps. Quand on parle de traitement ciblé, c'est donc la première grand développement que je vais essayer de vous présenter en 10 minutes. Les traitements ciblés existent quelque part depuis longtemps. Les traitements hormonaux sont des traitements ciblés. Mais plus récemment, avec les anticorps, un des premiers a été le trastuzumab, qui, comme vous le savez, cible un récepteur qui est exprimé sur à peu près 20% des cancers du sein et qui confère à ces cancers un moins bon pronostic. Et l'arrivée de cet anticorps a clairement révolutionné le traitement, mais aussi le pronostic de ces patientes, avec, quand on ajoute un seul produit thérapeutique, avoir des différences pareilles dans un risque de rechute était vraiment une révolution thérapeutique. Un autre exemple que je ne montre pas est le rituximab, qui est l'anticorps anti-CD20, qui, comme vous le savez la plupart, a aussi transformé le pronostic d'une grande partie des lymphomes B. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux avec un traitement ciblé? Oui, et il y a maintenant, depuis quelques années, un gros développement thérapeutique des anticorps qu'on va appeler cargo, où on se sert de l'anticorps non seulement comme un outil thérapeutique, mais vraiment comme un véhicule pour amener des produits toxiques à la cellule tumorale. Donc, grâce à des liaisons chimiques finalement assez simples, l'anticorps va accéder à sa cible, le récepteur. J'ai repris le même récepteur que tout à l'heure. Il va être internalisé
relarguer sa chimiothérapie dans la cellule tumorale et ainsi améliorer l'index thérapeutique. Et cette molécule est maintenant en routine dans le cancer du sein, avec, par rapport au traitement d'avant, une meilleure efficacité et moins de toxicité parce qu'on cible la chimiothérapie dans la cellule tumorale. Une autre révolution dans ce type est le brentuximab, qui est un anticorps qui va cibler le CD30, qui est exprimé par un certain nombre de lymphomes dans le lymphome de Hodgkin. On verra une image tout à l'heure, et c'est exactement le même principe, avec un relargage intracellulaire du cytotoxique. Les premiers résultats, publiés il y a quelques années maintenant, avaient été faits chez des patients souffrant d'un lymphome de Hodgkin après autogreffe, donc en général avec un pronostic assez catastrophique. Et vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des courbes en cascade, où chacun des bâtons représente un patient, et le pourcentage, on en verra beaucoup dans la présentation, le pourcentage de réponse des cibles tumorales, 100% ici et 50% ici. Donc vous voyez que dans cette situation difficile, la très grande majorité des patients ont une réponse au moins partielle et avec un effet indiscutable sur la survie, le pronostic de ces patients étant en général plutôt très défavorable. Et ce médicament est en train de révolutionner une chimiothérapie qu'on utilise depuis 40 ans, en première ligne comme traitement numéro 1 du Hodgkin. On emploie beaucoup l'ABVD, qui est une bodychimiothérapie, avec une molécule qu'on n'aime pas beaucoup, qui est la bléomycine. Et cette bléomycine va pouvoir, en tout cas dans certaines situations, être remplacée par cet anticorps, avec des taux d'efficacité qui sont plutôt supérieurs et avec une diminution d'une toxicité pulmonaire à long terme qu'on appréhende avec la bléomycine. On a vu à l'extérieur de la cellule quelques exemples choisis parmi des dizaines et des dizaines. On va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe quand on cible l'intérieur de la cellule. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des toutes petites molécules qui vont empêcher les ions phosphate de passer, vont empêcher le passage du témoin phosphate d'une tyrosine à l'autre. Donc, il faut voir ces toutes petites molécules qui empêchent ce mouvement-là. Alors, un exemple, on va prendre l'exemple du mélanome. Là aussi, il y a des dizaines de molécules qui sont construites maintenant sur ce principe-là. On va prendre l'exemple du mélanome pour voir à quel point ces nouveaux traitements quand même modifient le pronostic de certains patients en tout cas. Ce mélanome qui, lorsqu'il est comme ça, n'est pas très effrayant, mais lorsqu'il est métastatique, avait en 2010, retenez bien ça, une survie médiane de 6 mois. Donc ça ne fait pas si longtemps que ça. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le mélanome? On sait que 50% d'entre eux ont une mutation dans une molécule de ces cascades de signalisation qui s'appelle BRAF. Et cette simple mutation va activer tout le processus et induire donc la prolifération de la cellule. Donc, par rapport à une cellule normale qui a besoin d'une interaction avec l'extérieur, là, il va y avoir une activation spontanée liée à cette mutation. Et on arrive avec ces petites molécules à finalement bloquer cette cascade de signalisation et donc la prolifération cellulaire. Et le premier médicament qui a été développé s'appelle vemurafenib, ça n'a pas beaucoup d'importance, et c'était le développement probablement le plus rapide qu'on ait rarement vu, avec 3 publications majeures dans le New England en 2 ans, la phase 1 qui est donc les premiers patients, la phase 2 qui veut tester l'efficacité, et la phase 3 qui intègre la molécule dans la pratique quotidienne. Et je vous rappelle que chacun de ces petits bâtons, il y en a beaucoup maintenant, représente un patient. Dans le mélanome métastatique, en gros, on n'avait que très rarement des réponses avec la chimiothérapie. Vous voyez que tous les patients de ces, donc là, on en est à plusieurs centaines, maintenant plusieurs milliers, ont une réponse à ce traitement ciblé sur le BRAF. Et vous voyez que ces réponses peuvent être très spectaculaires et elles sont sur tous les sites, y compris le foie, y compris le cerveau, maintenant on le sait. Mais, il y a un mais, ces premiers développements très spectaculaires, très prometteurs, ont été malheureusement d'assez courte durée, dans la mesure où on s'est rendu compte assez vite qu'on pouvait avoir un effet très spectaculaire, parfois en quelques jours, mais que malheureusement les rechutes étaient aussi extraordinairement rapides, en tout cas en quelques semaines ou en quelques mois. Ce n'est pas toujours aussi spectaculaire qu'ici, mais néanmoins c'est une efficacité de courte durée.
il s'en est suivi une avalanche de recherches translationnelles pour mettre en évidence que lorsque la maladie rechutait, il y avait, par de multiples mécanismes moléculaires, un court-circuitage de ce blocage et donc une activation de cette voie en dessous. D'où le développement d'autres molécules en dessous, dans la même voie. Et donc, on a maintenant un certain nombre de paires qui vont bloquer à 2 endroits cette voie d'activation, avec des efficacités qui commencent à devenir intéressantes. La première étude montrait que l'association permettait quand même d'avoir à 18 mois à peu près 60% de personnes qui étaient toujours en rémission. Ce traitement, maintenant il y en a plusieurs, c'est indiscutablement une avancée thérapeutique, a aussi été montré efficace dans une situation où on cherche des solutions depuis à peu près 50 ans, qui est le traitement adjuvant. Là, je vous ai parlé jusqu'à présent de la maladie métastatique. Là, je vous présente ce qui est connu au niveau du traitement adjuvant, c'est-à-dire des patients qui ont une maladie locale, localement avancée, dont le pronostic est quand même pas très bon. Et jusqu'à présent, on les regardait rechuter sans pouvoir faire grand-chose. Il y a eu à peu près 50 ans de travaux pour essayer de modifier cette courbe avec un traitement après chirurgie. Et vous voyez que cette double association par rapport à un placebo diminue très nettement le risque de rechute et déjà avec un suivi relativement court améliore également la survie. Un autre exemple, je me suis focalisé sur le mélanome parce que ce n'est pas possible de présenter l'ensemble. Un autre exemple, le cancer du poumon, qui a une mauvaise presse, à juste titre par rapport à sa sensibilité à la chimiothérapie, avec un bénéfice clinique autour de 15%. À partir du moment où on caractérise moléculairement ces tumeurs, et on commence à le faire de plus en plus, on voit qu'on peut finalement enrichir la population avec des patients qui ont tous les mêmes caractéristiques moléculaires. Et donc, on trouve à ce moment-là des cibles, ces petits médicaments dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous voyez que le bénéfice clinique, du coup, devient nettement plus grand, quelle que soit la mutation, la translocation ou l'anomalie moléculaire. L'objectif n'est pas de présenter ça. Donc il y a quand même un certain engouement pour penser qu'au fil des années, peut-être des décennies, on arrivera de plus en plus à intégrer l'ensemble des données parce qu'il n'y a plus beaucoup de limites techniques à caractériser une maladie tumorale. On peut caractériser 3 milliards d'informations pour 2000, 3000 francs. Donc ça devient quelque chose de relativement simple à faire. Donc de caractériser à la fois le patient et la cellule tumorale, et puis de faire une synthèse des informations que l'on aura, en faire une sorte de code-barre diagnostique, puis un code-barre thérapeutique. Alors c'est un peu futuriste, mais néanmoins c'est la voie dans laquelle on se dirige progressivement, en sachant que ça ne sera peut-être pas individuel et pas quand même complètement différent pour chaque patient, mais en tout cas de plus en plus précis, et c'est pour ça qu'on parle de traitement de précision. Il est probablement... On devrait de cette manière-là, on l'a déjà démontré dans le mélanome, dans le cancer du poumon, dans d'autres cancers aussi, qu'on peut, en sélectionnant bien les patients qui ont une anomalie particulière, améliorer l'efficacité. Il est évident que l'objectif aussi est de diminuer la toxicité, et peut-être un des premiers avantages d'une médecine de plus en plus de précision, c'est d'éviter des traitements inutiles. Je vous ai montré l'exemple du poumon, avec que 15% de patients qui répondent. Si on ne sait pas sélectionner les patients, on va traiter tout le monde avec une modalité thérapeutique. Plus on est précis, plus on va éviter des traitements inutiles, et c'est probablement un des premiers avantages d'une médecine de précision. On peut rêver que, peut-être rêver, c'est un sujet de discussion, mais que si vraiment on arrive à cette précision-là, on puisse à un moment donné diminuer les coûts aussi cumulatifs de la prise en charge. Le deuxième grand développement est l'immunothérapie. Pas possible de présenter tous les aspects de l'immunothérapie, qui est un monde sur lequel finalement on travaille depuis plus longtemps que la chimiothérapie. Ça fait plus d'un siècle que l'idée est venue d'utiliser le système immunitaire à des fins thérapeutiques. Le développement a été plus lent, plus complexe, mais maintenant enfin avec des résultats. Vous voyez ici et donc quelques informations finalement pour comprendre les principes. Le système immunitaire est très complexe, il y a de multiples cellules, il y a de multiples cytokines, il y a des facteurs solubles, tout ça agit ensemble, mais les cellules qui tuent la cellule tumorale, ce sont les lymphocytes T. Vous voyez ici une cellule tumorale qui explose sous l'effet de ces lymphocytes T.
Ces lymphocytes T sont capables d'infiltrer les tumeurs. Ils ont cette capacité dont on dit de homing, c'est-à-dire d'entrer dans une tumeur. Et on sait maintenant dans la très grande majorité des cancers que lorsque les tumeurs sont infiltrées par des lymphocytes activés, donc qui sont en train de faire quelque chose, le pronostic est indiscutablement meilleur. Alors, on s'arrête 1 minute sur cette diapo pour comment ça marche, quand ça marche. Ça ne marche pas toujours, on va voir que ça ne marche pas toujours, et vous le savez bien, mais quand ça marche à peu près comme ça. Les cellules tumorales ont besoin d'aide, elles se servent de cellules sentinelles, dont les principales sont des cellules dendritiques, qui vont manger les cellules tumorales, les digérer et présenter des bouts de tumeur à leur surface après avoir migré par les ganglions lymphatiques. Et cette migration les entraîne dans les ganglions lymphatiques, où il va y avoir l'interaction entre, c'est complexe, mais entre des peptides de tumeur qui sont présentés par les molécules HLA à un récepteur du lymphocyte T. Et cette interaction spécifique est absolument fondamentale pour stimuler le lymphocyte T de manière précise. Il y a également besoin de ce qu'on appelle une costimulation, qu'on appelle maintenant checkpoint ou tour de contrôle, poste de contrôle, pour donner une aide finalement à cette stimulation. Et il va y avoir donc un déploiement, une prolifération de ces lymphocytes T tueurs qui vont ensuite, et c'est leur métier, retourner à l'endroit où ils doivent pour détruire la cellule tumorale. Alors il est clair que ça ne marche pas toujours et que ce système est très complexe et en équilibre. Et il ne faut pas le voir en on-off, c'est une balance très subtile et toutes les approches d'immunothérapie ont pour but finalement de faire pencher la balance en faveur d'un contrôle immunitaire. Et cet équilibre est en particulier régulé par ces molécules qu'on appelait avant costimulation et qu'on appelle maintenant des checkpoints et qui sont présentées de cette manière, que je vous présente de cette manière-là. Lorsqu'une cellule dendritique qui présente un peptide de tumeur va stimuler un lymphocyte, il a donc besoin de cette molécule de costimulation, on l'a vu tout à l'heure, pour l'activer, mais à un moment donné, il faut que cette activation s'arrête. Et donc, il y a des systèmes de contre-régulation avec une molécule que je vais juste épeler là, qui s'appelle CTLA4, on va en avoir besoin tout à l'heure, qui est en fait une molécule, elle, inhibitrice. Et il va y avoir un déplacement de l'interaction qui va induire l'arrêt de la prolifération. Donc quand vous avez un rhume, c'est exactement ce qui se passe. Pendant 3 jours, vos lymphocytes s'activent, puis à un moment donné, le rhume n'est plus là, le virus n'est plus là, et donc il y a ce mécanisme-là qui permet de bloquer la prolifération lymphocytaire. Sinon, on déborderait de lymphocytes. Et donc l'idée de thérapeutique nouvelle, en tout cas une des idées thérapeutiques nouvelles, est de fabriquer des anticorps contre ces freins. En enlevant les freins, on va rétablir de nouveau la prolifération. Et la première molécule qui a été testée en 2010 a fait beaucoup de bruit parce qu'elle a été testée dans des conditions particulièrement difficiles qui sont la situation d'un mélanome métastatique en deuxième ligne, c'est-à-dire après un premier traitement. Dans cette situation-là, en gros, on n'avait vraiment absolument pas de possibilité. Ne regardez pas le détail des bras qui sont compliqués. Regardez simplement que ces deux-là ont eu cette molécule, l'autre a eu un placebo, et on voit, et en 2010 c'était une révolution, qu'il y a deux courbes qui sont plus élevées que les autres, et que surtout il y a un plateau avec les années, donc quelques patients, 15% à peu près, qui semblent des longs survivants. Et ce plateau s'est confirmé avec le cumul des patients traités, plusieurs milliers de patients traités, et vous voyez qu'avec cette simple molécule, on a à peu près 20% de patients qui sont, pour le mélanome en tout cas, des longs survivants à 5 ans. La manipulation de ces molécules est complexe parce que les effets secondaires sont la preuve du concept. On lâche le frein et on lâche le frein de manière non précise. Et donc, on va déclencher, chez certains patients en tout cas, des réponses auto-immunes sévères, avec en particulier des atteintes cutanées, des atteintes coliques qui peuvent être très sévères, des maladies qu'on ne connaissait pas, je vais vous en présenter une tout à l'heure, d'hypophysite, avec des insuffisances de tout l'axe hypophysaire et des toxicités hépatiques. Un exemple ici de colite extrêmement sévère,
un autre exemple d'un patient qui s'est présenté avec de manière assez brutale, parce que c'est toujours assez brutal, avec un sodium à 122, une TSH extrêmement effondrée, et vous voyez que ça se manifeste par vraiment une grande inflammation au niveau de l'hypophyse. Et il y a d'innombrables autres effets secondaires immunitaires, on ne peut pas les passer là tous en revue, mais ils sont difficiles, complexes à gérer. Alors je vous ai montré une molécule checkpoint. En fait, l'équilibre du lymphocyte est beaucoup plus complexe et il y a plusieurs dizaines de molécules de contrôle qui règlent finalement de manière positive ou négative la vitalité, je dirais, du lymphocyte. De manière imagée, tous les checkpoints vont en fait réguler la manière dont le lymphocyte roupille ou s'active pour aller faire son travail. Et on sait que celui que je vous ai montré, le CTLA4, va être une molécule particulièrement importante au moment de ce qu'on appelle du priming, c'est-à-dire au moment où la cellule dendritique va stimuler le lymphocyte T, et d'autres molécules dont le couple PD1-PDL1 va être extrêmement utile dans la régulation au moment où le lymphocyte T va attaquer la cellule tumorale. Et beaucoup de molécules sont en développement au niveau de cette phase effectrice, en ayant l'espoir que ça soit moins toxique, et c'est effectivement ce qui s'est passé, ces produits sont moins toxiques. Et la première phase 1 a été publiée maintenant il y a 5 ans avec cette molécule qui a montré que c'était moins toxique, c'est quand même encore toxique, mais moins toxique, et qu'on commençait à avoir des vraies réponses, des vraies fontes tumorales avec une manipulation du système immunitaire, et qu'on sortait du mélanome et du cancer du rein, qui sont les tumeurs habituellement dites capables d'induire une réponse immunitaire, avec des premières réponses qu'on a commencé à voir dans le cancer du poumon. Et cette étude, qui a été suivie un peu, a montré qu'avec cette simple manipulation immunitaire, on obtenait un taux de survie médian à peu près à 2 ans, loin des 6 mois dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il y a eu des combinaisons de ces molécules immunitaires qui, il y a maintenant quelques mois, il y a eu des résultats intermédiaires, mais il y a maintenant quelques mois, on voit que ces molécules permettent d'obtenir des rémissions de longue durée. Là, on est quand même maintenant à 3 ans, avec soit en combinaison, soit en monothérapie, des taux entre 50 et 60% sans avoir eu d'autres traitements. Donc on a clairement modifié le pronostic de ces patients. Et là aussi, on a introduit maintenant ces molécules dans le traitement adjuvant des mélanomes localement avancés. Je vous passe les résultats pour pouvoir concentrer sur le dernier point. Mais indiscutablement, cette approche immunitaire est arrivée maintenant à un stade où on a de manière profonde modifié le pronostic des mélanomes. Et c'est en développement dans plein d'autres cancers. Je vais juste parler du cancer du poumon pour rester en équilibre par rapport à la première partie de la présentation, où cette molécule a été essayée d'abord, comme on le fait toujours, en deuxième ligne, c'est-à-dire après un traitement conventionnel où le patient échappe. En deuxième ligne, le traitement actuel est une chimiothérapie qui porte ce nom-là, a été comparé à une approche immunitaire, et vous voyez qu'on avait de manière assez claire une amélioration de la survie globale en deuxième ligne. C'est des choses qui peuvent paraître relativement modestes, mais qui sont, chez ces patients-là, qui ont un impact majeur. Et puis, de ce fait, progressivement, on emploie les molécules avant, avec un certain nombre de critères. Je n'ai pas le temps de discuter plus en profondeur là-dessus, mais on essaye quand même de sélectionner des patients qui ont certaines caractéristiques immunitaires. C'est ce qui est marqué ici, avec un taux d'expression de PDL1 supérieur à 50%. Et cette étude assez impressionnante a comparé une immunothérapie en première ligne à la chimiothérapie classique. Et vous voyez que les résultats de survie sans progression ou de survie globale sont très clairement en faveur d'une approche immunitaire dans cette population sélectionnée dont on savait qu'elle allait plutôt répondre à une manipulation immunitaire. Donc on a clairement deux approches, les traitements ciblés et l'immunothérapie,
qui sont entrées dans notre arsenal thérapeutique. Elles sont entrées dans d'autres maladies. Le cancer du rein est indiscutablement un pronostic qui a changé grâce au traitement ciblé et à l'immunothérapie. Dans les lymphomes et les Hodgkin, ce sont aussi des approches qui ont profondément changé tous les sous-types de ces maladies. C'est assez complexe. Donc ça ne se limite pas à ces deux cancers dont je viens de vous parler. C'est dans ces deux cancers que l'impact clinique est le plus fort, et c'est pour ça que je les ai choisis, parce que c'est dans cette population-là que vous risquez de plus de voir de patients. Et je vais emprunter finalement les dernières diapos à Dr Pic, qui va vous présenter quelque chose après. Et on a finalement un résumé de ce qui s'est passé en 30 ans, avec les différents âges que vous connaissez tous. Et quel va être l'avenir? L'avenir, c'est qu'on est devant une complexité assez infinie, avec probablement des milliers de maladies différentes. Peut-être chaque patient a une maladie individuelle. Et on va se retrouver avec 500, 600 molécules de traitement ciblé d'immunothérapie qu'il faudra choisir en fonction des caractéristiques du patient. C'est plus faisable à l'échelle humaine, même si on s'y met beaucoup. Et donc, très probablement, on va changer d'air. On est en train de changer d'air pour la prochaine décennie. Je ne suis pas sûr que ça sera mieux, on verra. Mais en tout cas, c'est dans cette direction que l'on va. Je vous remercie. On a 5 minutes pour des questions. Tu nous as montré les traitements d'immunothérapie qui ont l'air d'être à visée palliative. En a-t-il à visée curative? Alors, je pense que c'est la grande question actuellement. Je pense que vous avez vu ces courbes qui s'aplatissent et on a de plus en plus l'impression, on a même pratiquement la certitude, qu'on va avoir un certain nombre de patients qui seront des longs survivants. Long survivant, dans le jargon anglo-saxon, veut dire vivre plusieurs années. Est-ce que ces patients sont guéris? Alors, est-ce que ça va durer 10 ans? La réponse est probablement oui, parce qu'on commence à avoir un recul qui est proche de 10 ans pour le début. Donc, on peut avoir vraiment des rémissions prolongées. Est-ce que c'est une guérison ou un état d'équilibre? Personnellement, je pense que mais ça c'est un avis personnel, je pense que c'est plutôt un état d'équilibre. Le développement qui est en train de se faire en thérapie cellulaire, et j'en ai pas parlé là maintenant, qui consiste à préparer des lymphocytes, à les modifier génétiquement, à les réinjecter aux patients, montre en fait que dès que la maladie revient, il y a des proliférations de ces lymphocytes génétiquement modifiés. Donc, ce qui semble montrer le concept un petit peu de l'équilibre. On ne détruit pas forcément la maladie, mais on la maintient en équilibre avec un système immunitaire qui a été éduqué. Alors ça, c'est dans le meilleur des cas, parce qu'évidemment, il y a toute une autre série de patients, encore certainement 50, 60, 70%, même dans le mélanome, où la rechute se fait plus rapidement et où on n'arrive pas à contrôler la maladie. Mais il y a probablement des très longs survivants, guéris ou équilibre. Personnellement, je pense plutôt équilibre. Comment est-ce qu'on peut produire des anticorps spécifiques pratiquement? C'est pour ça qu'il coûte cher. Je vais être un peu et ça va introduire le sujet du professeur Fay, qui a eu la gentillesse de venir depuis Berne pour nous parler de ça. C'est un processus extraordinairement complexe de trouver, de pouvoir fabriquer un anticorps. Il y a d'innombrables techniques de biologie que je ne peux vraiment pas résumer comme ça, mais qui reconnaissent effectivement extrêmement sélectivement un épitope, c'est-à-dire quelque part un acide aminé, hein, on a cette précision-là, et ensuite que cette molécule puisse être toujours reproductible, c'est-à-dire qu'elle ne change pas, parce que un anticorps, c'est quelque chose de vivant, et c'est la raison pour laquelle ces produits-là sont chers. Il n'y a pas de justificatif pour d'autres produits, mais pour les anticorps, il y a clairement un justificatif. C'est un processus extraordinairement complexe et ensuite cher en production. Et ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est aussi toute notre crainte sur les biosimilaires, qui sont les anticorps de deuxième génération, où on a peut-être moins de sécurité par rapport à la précision d'attaque de ces molécules. D'autres questions? Oui, une petite dernière? Oui. Est-ce que de tous ces traitements, c'est pratiqué dans la clinique courante actuellement? Alors, très clairement, tout ce que j'ai montré là, ce sont des traitements validés, remboursés, dans les indications dont j'ai montré. Donc, c'est vraiment notre quotidien.
je suis volontairement pas parti dans le développement des 200 inhibiteurs de tyrosine kinase, des 150 anticorps qu'on fait pas tous dans chaque institution, c'est pas possible parce que ça n'a pas de sens. On va voir, l'objectif là, c'était de montrer ce qui est déjà du quotidien qui, par définition, doit arriver à un moment donné, va arriver dans la consultation du généraliste. Donc tout ce que j'ai montré là, c'est du quotidien.